Je vais démarrer le cours que j'ai intitulé donc, Nano-objets magnétiques pour l'imagerie médicale et vous allez voir bon, que ça ne s'arrête pas à l'imagerie médicale, mais une grande partie du cours va être consacrée à des nanoparticules, en particulier des systèmes qui vont être à base d'oxyde de fer. Alors, le message de la minute qui suit ne concerne forcément pas les gens du laboratoire. Il y a Virgile qui a eu la gentillesse de préparer un ferrofluide. En fait, c'est un fluide, c'est un liquide qui comporte des colloïdes, des toutes petites particules nanométriques d'oxyde de fer, qui sont super paramagnétiques. Je passerai très vite sur la notion, mais je l'illustrerai. Et donc, je vais le faire passer en fait, dans l'assemblée. Vous allez pouvoir déplacer finalement, avec un simple aimant, en fait, ces objets-là. Donc ça peut être intéressant pour des applications où on veut aller localiser, par exemple, à un endroit bien précis, un ensemble de nanoparticules pour un traitement. Mais vous allez voir aujourd'hui, bon, je vais vous parler de façon beaucoup plus large de l'utilisation de ces nanoparticules. Voilà, donc je vous fais passer, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ces systèmes. Laissez-le reposer en mettant l'aimant en bas, de cette façon-là, dans un premier temps. Donc toutes les particules vont redescendre. Et après, vous pourrez déplacer finalement l'ensemble du fluide avec les particules à l'intérieur. Ce sont des objets qui doivent être de l'ordre de quelques nanomètres, la dizaine de nanomètres. Combien, Virgile? Tu sais pas. À peu près dans d'accord. À peu près dans ces zones-là. Donc aujourd'hui, je vais parler de nano-objets magnétiques et de leur utilisation. Et en particulier, ces nano-objets magnétiques, ces nanoparticules, ont déjà un certain nombre de propriétés intéressantes, aussi bien dans le domaine de l'imagerie, du côté de l'IRM. Je vous montrerai dans la deuxième partie de mon exposé des couplages en fait, entre l'IRM et d'autres méthodes de détection, fluorescence et tomographie par émission de positrons. Également, ce sont des systèmes qui sont intéressants pour des thérapies, en particulier pour réaliser en fait, ce qu'on appelle de l'hyperthermie. Également, ces modifications de température associées à l'utilisation d'un champ magnétique alternatif permettent également de relarguer en fait, des principes actifs. Et je vous montrerai quelques exemples d'utilisation de ces nanoparticules, en particulier pour le contrôle et l'analyse cellulaire, et en particulier, je vous montrerai un ou deux exemples pour la détection, par exemple, de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Donc on va commencer par l'IRM. Et donc là, en quelques transparents très simples, je vais vous rappeler en fait sur quoi est basé l'IRM. D'une part, ce que l'on regarde en IRM, c'est la résonance magnétique du proton. L'eau est constituée de protons, ça tout le monde le sait, et les tissus du corps humain contiennent à peu près 60 à 80% d'eau. Et la sonde en fait, que l'on va utiliser, c'est le proton, parce que le proton est porteur d'un spin, d'un moment magnétique nucléaire, et donc, en plus c'est une sonde qui est très sensible. Alors, lorsque vous avez un ensemble de protons et que vous appliquez un champ magnétique fort, B0, vous voyez, de l'ordre de quelques Tesla, vous avez en fait alignement de ces protons le long de cet axe, le long du champ magnétique. Alors, toutes les images que je vais montrer vont être dans ce qu'on appelle le repère tournant, c'est plus simple, donc je ne vais pas parler de toupies qui tournent. Et donc, vous avez alignement finalement de tous ces protons le long du champ magnétique principal. Et donc, ensuite, pour observer les transitions, vous allez appliquer un deuxième champ plus faible, associé à des séquences d'impulsion radiofréquence, vous voyez, de l'ordre de 5 à 100 MHz. Et donc, ce qui se passe, c'est que vos spins, vos moments magnétiques qui étaient totalement alignés le long de l'axe Z vont basculer dans le plan XY, et donc vous allez ensuite combiner finalement ce basculement avec d'autres séquences d'impulsion qui vont vous permettre la lecture à 90 degrés ou à 180 degrés de l'évolution finalement de ce moment magnétique. Alors ce moment magnétique, une fois qu'il a été déstabilisé entre, sa position, à l'équilibre le long de l'axe Z et sa position dans le plan, relaxe, en fait, essaye de retrouver sa position d'équilibre. Et donc, vous avez un retour, finalement, de tous les spins qui cherchent à se repositionner le long de l'axe Z. Et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de relaxation, et c'est ce qui est utilisé. En fait, c'est des différences dans les phénomènes de relaxation qui sont utilisés en IRM.
Alors, au niveau de la relaxation de la magnétisation, vous avez deux phénomènes qui sont simultanés et indépendants. La magnétisation le long de l'axe Z, c'est-à-dire que vous avez une remontée en fait, de l'alimentation le long de l'axe Z. C'est ce qu'on appelle la relaxation spin réseau. Et ce sont en général des relaxations qui sont relativement longues, de l'ordre de la seconde. Et vous avez également une relaxation dans le plan des composantes MX et MY, en fait, qui elles sont des relaxations qui sont, dont l'origine est essentiellement des interactions dipolaires entre les spins. Et donc ces temps de relaxation sont beaucoup plus courts, vous voyez, de l'ordre de 100 millisecondes. Alors vous avez d'un côté une relaxation longitudinale spin réseau qui va augmenter finalement l'aimantation le long de l'axe Z. Et donc le T1, finalement, le temps de relaxation longitudinale correspond à 63% lorsque vous avez récupéré 73% de l'aimantation le long de l'axe Z. Et donc vous avez une augmentation du signal. Et ce que vous obtiendrez, c'est un hypersignal lorsque vous regarderez en RMN, en imagerie RMN pondérée en T1, donc une augmentation du signal, un blanchiment du signal. Et à l'opposé, en fait, la relaxation T2, vous voyez, c'est la décroissance finalement de l'aimantation des composantes MX ou MY dans le plan, et vous avez une décroissance finalement de l'aimantation, et vous obtiendrez donc pour les réponses en imagerie de résonance magnétique pondérée en T2, eh bien vous obtiendrez dans ce cas-là une diminution finalement du signal, ce qu'on appelle un hyposignal. Alors, indépendamment en général, les séquences qui sont utilisées en imagerie, ce sont des séquences d'écho de spin. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux temps qui sont particulièrement importants. C'est le temps TR, le temps entre deux impulsions RF successives, et le temps TE, qui est l'intervalle de temps entre l'impulsion RF et la mesure du premier signal. Et en fait, en fonction de l'ajustement de ces deux temps, par exemple, si vous choisissez un couple de temps relativement court, eh bien, vous allez favoriser finalement des images pondérées en T1 et vous aurez plutôt ce qu'on appelle un hypersignal. Et lorsque vous sélectionnez finalement des temps TR et TE relativement longs, à ce moment-là, vous allez favoriser des images pondérées en T2 et vous aurez un hyposignal. Donc ça, je dirais de façon très simpliste, c'est l'un des principes de base de l'IRM, mais bien entendu, quand on dit image, il faut arriver à construire une image, donc il faut arriver à être sélectif dans l'espace, et donc il faut arriver à localiser en fait les images, et donc pour cela, ce que l'on rajoute, c'est l'utilisation de champs, d'un gradient de champ dans les trois directions de l'espace qui est superposé au champ principal B0. Donc ça permet finalement de discriminer des petits éléments de volume par leur fréquence de résonance, et ce qui vous permet finalement de scanner les différents endroits d'un corps, d'une image, d'une souris, etc. Donc vous voyez, c'est une explication, je dirais, courte et très simple de l'IRM. Alors maintenant, quels sont les temps de relaxation ? Eh bien, au niveau des temps de relaxation, vous voyez que les temps de relaxation dépendent très fortement de l'eau et de la présence d'eau dans les tissus. En particulier, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les temps de relaxation de l'eau libre sont très très longs, et plus l'eau est en interaction avec les tissus, plus ces temps se raccourcissent. Alors typiquement, dans le muscle, vous voyez, vous avez des temps aussi bien en T1 et en T2 qui sont relativement courts, moins d'une seconde, 50 millisecondes. Par contre, dans tout ce qui est très liquide, donc liquide céphalorachidien ou sang, vous avez des temps qui sont très longs, qui ne sont pas aussi longs que les temps de l'eau libre, mais qui commencent à être beaucoup plus longs. Donc en fait, des grandes différences en fait, de temps de relaxation en fonction finalement de l'état de tissu et en particulier de l'interaction de l'eau avec les tissus, avec les protéines, etc. Alors, ces images qui vont être pondérées en T1 ou en T2, alors là j'ai un exemple assez simple également. Ce que je vous disais que c'est le T1 correspond finalement à une augmentation du signal le long de l'axe principal, et donc une image pondérée en T1 va être associée à un hypersignal. Alors c'est ce que vous voyez ici, finalement, les T1 les plus courts, vous voyez, en particulier la graisse, va ressortir en blanc, alors que les parties, je dirais, les plus liquides, le liquide céphalorachidien, va sortir en noir sur cette image. À l'inverse,
si vous vous mettez dans des conditions qui favorisent en fait une pondération en T2, à ce moment-là, ce que vous observez, c'est un contraste dans lequel vous diminuez l'intensité. Donc vous allez avoir un contraste avec un signal qu'on va appeler de type hyposignal. Et cette fois-ci, vous voyez, les parties graisseuses vont sortir en noir et les parties liquides, en fait, comme le liquide céphalo-récidien, vont sortir en blanc. Hein. Donc les séquences, les critères importants, c'est que en fait, il faut ajuster finalement les TR et les TE. Je dirais court pour faire de la pondération en T1, long pour faire de la pondération en T2. Alors, les agents de contraste en IRM, Pourquoi on utilise ces agents? Justement, c'est pour pouvoir permettre d'augmenter finalement les différenciations entre les tissus, d'avoir des images beaucoup mieux résolues et une sensibilité beaucoup plus grande. Alors, ces interactions en fait entre les agents de contraste et la matière modifient fortement les temps de relaxation T1 et T2 des protons dans les tissus. En particulier, elles les diminuent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, 40% des examens cliniques en IRM utilisent finalement déjà des agents de contraste. Hein. Et donc, cette diminution finalement des temps de relaxation est essentiellement, voit son origine dans des interactions dipôle-dipôle entre les protons et les électrons non appariés de l'agent de contraste. Ce sont toujours des éléments qui ont des électrons célibataires, ce sont des éléments qui sont paramagnétiques, soit des molécules, soit des nanoparticules, comme vous allez le voir. Alors, les systèmes qui contrastent en T1 les plus connus sont les complexes du gadolinium. Le gadolinium 3+, est une terre rare dont la configuration est F7, ça veut dire qu'en gros, elle a 7 électrons célibataires. Donc 7 électrons qui produisent finalement un moment magnétique. Et dans les utilisations de ces agents de contraste, qui sont des agents de contraste T1, et dans le mécanisme T1, ce qui se passe, c'est que essentiellement l'interaction se fait entre le réservoir d'eau et des molécules d'eau qui s'échangent directement sur le site. Donc c'est une interaction, je dirais, entre le réservoir et un réseau. Et donc ça, c'est la base en fait de tous les agents de contraste en T1 qui sont des complexes de gadolinium, essentiellement parce que le complexe de gadolinium, finalement, est beaucoup moins toxique parce que, en fait, c'est un système dans lequel le gadolinium 3+, est complètement encagé par des ligands et en fait, il n'est pas ou peu relâché. Alors, vous avez également des agents de contraste T2 et cette fois-ci, ce sont des systèmes pour la plupart à base d'oxyde. Donc typiquement de la rouille magnétique, hein, c'est du gamma Fe2O3. Et donc cette fois-ci, vous allez avoir des systèmes nanoparticulaires avec un nombre de moments électroniques relativement important. Et donc vous allez avoir un ensemble. Et dans ce cas-là, en fait, ces agents de contraste vont essentiellement jouer sur le T2 parce que l'interaction, c'est une interaction qui n'est pas directe comme dans ce cas-là, mais qui est plus une interaction de polarisation. Alors, ces molécules et ces nanoparticules magnétiques modifient fortement et raccourcissent finalement les temps T1 et T2 et donc en fait entraînent ce qu'on appelle une certaine relaxivité. Et donc la relaxivité d'un agent de contraste, c'est simplement ce facteur-là, c'est-à-dire c'est une diminution en T1 ou en T2 de la valeur en fait de la relaxation. Et en particulier la valeur de la relaxivité qui traduit finalement la force de l'agent de contraste, eh bien vous voyez qu'elle est fortement dépendante de la taille de l'objet et également dépendante finalement de la magnétisation intrinsèque de l'objet, c'est-à-dire de sa composition, de sa structure et de sa taille. Alors, il faut savoir qu'au niveau commercial est déjà utilisé. Vous avez un grand nombre de complexes du gadolinium, voici les noms utilisés commercialement, mais vous avez déjà un grand nombre de systèmes nanoparticulaires. Et vous voyez, au niveau des tailles de nanoparticules, on se trouve dans des tailles... En bleu, en fait, ce sont les rayons hydrodynamiques, c'est-à-dire ça correspond à la particule plus son enveloppe. Et en noir, j'ai mis la taille de l'objet élémentaire de la nanoparticule d'oxyde. Donc ce sont des tailles qui se trouvent entre la dizaine de nanomètres et la centaine de nanomètres, typiquement. Et donc tous ces systèmes-là sont des produits qui sont déjà utilisés commercialement, mais qui sont, je dirais, encore naïfs
par rapport à ce qu'on peut faire en chimie et par rapport à ce qui se fait en recherche en ce moment. Je vous montrerai quelques exemples de produits beaucoup plus évolués, bien sûr qui ne servent pas pour l'instant parce qu'il y a d'autres barrières à franchir, mais qui sont particulièrement intéressants. Alors juste quelques images. Voilà une image d'IRM pondéré en signal T1. Donc ça, c'est une image à base où l'agent de contraste, c'est un complexe de gadolinium-3. Donc sans agent de contraste, avec agent de contraste, vous voyez, donc c'est une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Donc T1, donc c'est un hypersignal, hein, donc ça apparaît en clair, en blanc. Donc là, la suivante, c'est une coupe. Donc vous voyez, on le devine ici sans agent de contraste, alors qu'en présence de l'agent de contraste, c'est-à-dire le complexe de gadolinium, vous voyez, le système est beaucoup plus clairement marqué et il y a beaucoup moins d'ambiguïté sur le diagnostic. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, on va utiliser dans ces systèmes-là des nanoparticules et je vais vous montrer que ces nanoparticules sont vraiment une source de développement particulièrement intéressant et on pourrait se poser la question, pourquoi nano? Pourquoi on va utiliser du nano? Alors, il y a un certain nombre de réponses là qui sont... Bon, d'une part, le nano en général peut améliorer la sensibilité. Je vais vous montrer des exemples. On améliore la résolution. Ça permet la miniaturisation des vecteurs. Également, ces systèmes, lorsqu'on contrôle cette chimie, eh bien, il y a une très grande flexibilité. On peut faire des systèmes qui permettent un ciblage de bonne qualité. On peut avoir des taux de charge de principes actifs et de médicaments relativement élevés. On peut également jouer sur la mixité des charges. En fait, c'est un peu une nano-navette spatiale que l'on peut utiliser. On peut éviter les effets de relargage non contrôlés, ce qu'on appelle l'effet Burt's, qui est quand même l'un des problèmes avec beaucoup de matériaux utilisés à l'heure actuelle. Et en particulier, essayer d'aller vers des systèmes dans lesquels le relargage est contrôlé. On peut également utiliser d'autres propriétés des nanoparticules pour combiner en fait, l'usage d'un médicament et un autre type de traitement comme l'hypertraitement. Et le mot-clé finalement de tout ça, ça serait la multifonctionnalité. On peut vraiment faire des vecteurs de recherche pour l'instant. Je ne dis pas que ce sont des systèmes qui sont utilisés, mais qui sont vraiment très riches au niveau des fonctionnalités, des possibilités, des systèmes qui permettent de faire de l'imagerie, du diagnostic et de la thérapie couplée. Alors, on parlait de sensibilité pour améliorer la résolution. Vous voyez, ici, c'est une IRM d'un réseau sanguin de lapin en présence d'agents de contraste qui sont commerciaux. Donc là, ce ne sont pas des vecteurs, je dirais, très sophistiqués. Et vous voyez, la résolution est telle que l'on devine et l'on voit les tout petits vaisseaux sont visibles. Alors que sans ces agents de contraste, eh bien, les images sont beaucoup moins marquées. Donc on arrive à avoir des résolutions et des sensibilités qui sont remarquables avec, je le répète, des vecteurs qui pour l'instant sont très naïfs. Alors, je vais être obligé dans les 3 transparents suivants de définir un certain nombre de données, je dirais, ou de concepts qui vont être utilisés dans les 2 leçons, dans les 2 prochaines leçons. D'une part, lorsqu'on fait des injections de type intraveineuse, il y a une fenêtre de taille qui est souvent optimum. En fait, c'est une fenêtre de taille qui élimine en fait, les aspects de clairance rénale, qui est en dessous finalement des tailles qui entraînent des blocages capillaires, et également des tailles pas trop grosses, vous voyez, qui évite finalement une clairance rapide par le système réticulo-endothélial. C'est typiquement en fait, le système de nettoyage le plus courant utilisé par l'organisme. Alors cette fenêtre de taille, elle se trouve là, vous voyez, je dirais quelque chose d'assez grossier, entre la dizaine de nanomètres et 300 nanomètres. Et lorsqu'on regarde à l'heure actuelle, je ne parle pas des matériaux qui sont utilisés, mais des efforts considérables qui sont faits en recherche. Comptez à peu près, dans les dernières années, au moins à peu près 20 000 publications. Donc c'est énorme. Eh bien, on se retrouve typiquement, non seulement dans ce domaine de taille, mais plutôt un travail, vous voyez, avec des vecteurs qui tournent entre, je dirais, la dizaine de nanomètres et la centaine de nanomètres. Et pourquoi? C'est parce que dans ce domaine qu'on a le maximum d'efficacité pour le ciblage des tumeurs, en particulier par effet EPR, et je vais définir très rapidement à quoi correspond
l'effet EPR. Donc à nouveau, je vous montre les mêmes données. Vous voyez ce qui est utilisé aujourd'hui commercialement, même si j'insiste, ce ne sont pas des vecteurs très sophistiqués, eh bien on est quand même toujours dans un régime de taille qui correspond à ce que je vous ai défini. Alors, l'effet EPR, Enhanced Permeation and Retention Effect, est associé au fait suivant. Lorsque vous avez formation de tumeurs, en fait, les tumeurs ont une croissance rapide, donc elles développent en fait leur propre vasculature. Et vous avez un processus qui est accéléré et désordonné. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un système de vaisseaux sanguins tortueux, non étanche, et en particulier, le drainage lymphatique est également ralenti. Donc, en fait, finalement, dans les barrières réticulo-endothéliales, vous commencez à avoir des systèmes défectueux avec des trous. Et donc, ce sont ces trous qui vont permettre un passage facile. Et également, vu que vous avez un drainage lymphatique qui est affaibli, qui est plus faible, eh bien, ces systèmes permettent également d'augmenter la rétention. Donc, ce qu'on symbolise de cette façon, je dirais, très, très simpliste. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la nature des vecteurs. Alors, bon, vecteurs, ce qu'on appelle des vecteurs passifs, en fait, vous avez un vecteur que vous pouvez imaginer avec la structure, je dirais, la plus complexe ou la plus simple. Lorsque ce vecteur est injecté, en fait, par exemple par voie intraveineuse, en fait, c'est un objet étranger. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez tout de suite la police, finalement, de l'organisme qui se met en route. Et en particulier, ce système est reconnu comme non-soi par le système. Et donc, vous avez des protéines du plasma sanguin qu'on appelle des opsonines qui viennent tout de suite se fixer dessus. Et ensuite, ces protéines, via un système de reconnaissance d'un système d'auto-assemblage avec des récepteurs, peuvent être capturés par les macrophages, ensuite peuvent pénétrer via des phénomènes d'endocytose à l'intérieur et sont ensuite évacués. Donc ces systèmes sont des cellules spécialisées dans l'engloutissement en fait, des corps étrangers. Et dans la dernière étape, eh bien, ces systèmes qui sont phagocytés se retrouvent finalement dans les tissus hépatiques tels que le foie ou la rate. Attendez. Alors, regardez un petit peu la biodistribution. Donc, en quelques dizaines de minutes, l'essentiel de ces systèmes, lorsqu'ils sont, injectés sous forme de vecteurs passifs, eh bien, se retrouvent dans ces tissus. Alors, ça peut être intéressant si ce sont les organes que l'on cible pour faire une imagerie d'un cancer du foie ou de la rate. Ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de voie, et donc je vais vous montrer des exemples. Alors, bien évidemment, ce que l'on souhaiterait dans certains cas, c'est d'éviter finalement ce système de nettoyage, je dirais, de l'organisme, et d'aller cibler une tumeur particulière. Alors, il y a une approche qui est utilisée, je dirais, par tout le monde, qui est ce qu'on peut appeler une approche, entre guillemets, bio-inspirée. Elle part de la remarque suivante. Les globules rouges, eux, se promènent finalement dans le système sanguin pendant des temps très, 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 très longs. Et donc, en fait, ils évitent finalement le système de capture par les opsonines. En particulier, je dirais, il y a un des éléments, c'est plus complexe que ça, il y a un des éléments, c'est qu'ils sont recouverts, en fait, par un espèce de matelas très hydrophile. Alors, en partant de cela, eh bien, la plupart des vecteurs que vous trouvez actifs, qui font à la fois de la furtivité et du ciblage, sont construits de la façon suivante. En fait, vous partez du même vecteur et vous ajoutez au moins deux composantes. Une première composante qui va être une couronne de macromolécules hydrophiles, donc typiquement des polyéthylène glycols, mais ça peut être également des oligosaccharides. Donc hydrophile pour éviter, ou tout du moins on n'évite jamais, mais au moins pour ralentir finalement le phénomène de capture par les macrophages. Et puis vous pouvez également fixer sur la nanoparticule, via des liaisons chimiques covalentes ou non covalentes, des ligands, des anticorps, des protéines, des peptides, qui vont être en fait des molécules qui vont reconnaître de façon sélective les récepteurs qui vont être surexprimés sur une cellule cible, une cellule cancéreuse. Parce que ça, c'est aussi l'une des faiblesses et une des chances de ce genre de cellules, c'est qu'en général, elles expriment un certain nombre de récepteurs, et à partir du moment où on connaît ces récepteurs, on peut les associer finalement à la molécule qui va être la molécule complémentaire. Donc vous allez avoir, vous voyez, dans ce cas-là, vous allez avoir des systèmes hydrophiles qui vont avoir des temps de vie
plus longs finalement dans le système sanguin, et en plus des groupements qui vont permettre un certain ciblage des cellules que l'on veut marquer. Alors là, je vous montre très rapidement deux exemples. Donc ça, c'est une imagerie par RMN du foie. Donc dans ce cas-là, ben justement, on veut utiliser au mieux le système de macrophages. Hein. Et donc ce que vous voyez ici, à gauche, c'est une imagerie d'un foie, mais sans aucun agent de contraste. Donc on devine qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans cette zone. Donc lorsque vous injectez finalement un ensemble de nanoparticules magnétiques, dans des temps de l'ordre de 10 minutes, vous refaites l'image avec un contraste en T2, hein, puisque ce sont des nanoparticules. Et ce que vous voyez très clairement, d'une part, c'est que les zones saines, elles, finalement, leur système de macrophage est là, et donc elles accumulent les nanoparticules, et donc de ce fait-là, vous avez en T2 une extinction du signal, un hyposignal. Par contre, les zones qui ont été lésionnées, comme la tumeur, elles sont dénuées finalement du système de défense de ce qu'on appelle les cellules de Kupfer, et à ce moment-là, elles apparaissent sans contraste positif. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça correspond à des objets, vous voyez, d'une certaine taille, de l'ordre de 100 nanomètres. Alors, si l'on veut, je dirais, aller jusqu'à l'exploration du système lymphatique, on est obligé de choisir des éléments, des particules qui sont plus petites. Donc ça, ce sont des particules dont chaque particule élémentaire est de l'ordre de 3 nanomètres, et l'ensemble du vecteur est de l'ordre de 28 nanomètres, puisqu'il a été recouvert en partie, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du dextran, donc d'un oligosaccharide, qui ressemble à un oligosaccharide, qui permet une certaine couverture hydrophile. Alors c'est loin d'être parfait, mais ça permet d'augmenter finalement le temps de vie de ces nanoparticules dans le système veineux. Ensuite, via les effets EPR, elles passent en fait, elles arrivent à rentrer finalement dans le système lymphatique, bon également parce qu'il y en a une partie qui est séquestrée par les macrophages. Elles remontent finalement dans le système lymphatique jusqu'au ganglion lymphatique, et ensuite on peut en faire une image. Et à nouveau, dans ce cas-là, les parties, je dirais, non atteintes possèdent finalement ces cellules de Kupfer, donc vont avaler finalement les nanoparticules magnétiques, et les parties malades, je dirais, elles ne vont pas posséder ces cellules de Kupfer, et vont apparaître finalement en RMN avec un contraste en T2. Vous allez avoir une partie sombre qui va correspondre à la partie saine, et une partie éclairée qui va correspondre à la partie malade. Alors voici un exemple, vous voyez, c'est pas tout récent, c'est du 2003. Alors ici, vous avez un patient qui est sain, et donc ça, c'est l'étude en fait d'un cancer de la prostate, et en particulier, vous avez le ganglion ici, ganglion 5, que vous regardez sans agent de contraste, et une fois que vous mettez l'agent de contraste, comme le ganglion est sain, il capte l'essentiel des nanoparticules, puisqu'il y a ce système d'autodéfense, et en contraste en T2, eh bien, vous obtenez bien ce que je vous disais au départ, un hyposignal qui est noir. Dans le cas d'un ganglion malade, ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est que vous obtenez une image blanche, et je dirais que la détection est beaucoup moins nette. Bon, je dirais que ça ressemble forcément à l'image que l'on obtient pour un ganglion sain. Par contre, lorsque vous passez en présence d'un agent de contraste, donc de nanoparticules magnétiques, ce que vous avez à ce moment-là, c'est que les parties saines, ben, elles vont donner un hyposignal, donc vont apparaître en noir, et les parties dénuées finalement de cellules de Kupfer, les parties qui vont être malades, vont apparaître en blanc, et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le diagnostic. Vous voyez bon, qu'il y a une zone qui est saine, et une zone centrale qui a l'air d'être relativement touchée. Donc voilà, ça c'était des exemples assez simples qui vous montrent l'intérêt finalement de l'utilisation de nanoparticules magnétiques pour l'imagerie médicale. Et les exemples que je vous ai montrés, ce sont des exemples avec des systèmes de nanoparticules qui sont commerciaux. Tous ces systèmes-là sont commerciaux. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu, on va aller plus vers la recherche. Et qu'est-ce qui se fait en recherche actuellement en utilisant finalement les nanoparticules magnétiques via le développement d'une véritable ingénierie. Alors j'ai sélectionné un certain nombre d'exemples.
Par exemple, on peut augmenter la réponse magnétique des systèmes. Bon, ça c'est intéressant parce que ça permet en particulier de diminuer les doses. Des exemples dans lesquels on peut faire de la détection in vivo, de la détection in vitro. Bon, dose plus faible, c'est ce que je viens de vous dire. Également, on peut augmenter la fiabilité en construisant des nanoparticules qui vont être à la fois des agents de contraste en T1 et en T2. Donc avoir un double check, un double contrôle. On peut utiliser finalement ces objets également pour faire du suivi de trafic cellulaire. Et il y a de plus en plus de développement autour de couplage finalement entre différents types d'imagerie, de l'IRM par exemple. Les deux exemples que je vais vous montrer vont concerner les couplages entre l'IRM et la tomographie par émission de positrons, et puis également un exemple qui concerne l'IRM couplé avec de la fluorescence. Alors, juste un petit rappel sur les nanoparticules magnétiques qui sont utilisées. Alors, en général, ce sont les nanoparticules magnétiques, il y a deux catégories. Les nanoparticules magnétiques d'une certaine taille, je dirais, qui sont des nanoparticules ferro- ou ferrimagnétiques, et donc en fait se caractérisent par justement la présence d'un champ coercitif et d'une aimantation qui n'est jamais nulle. Et donc ce sont des particules qui sont multidomaines. Et ce que vous voyez ici, c'est un cycle d'hystérèse qui est simplement associé au mouvement. Lorsque vous mesurez l'aimantation en fonction d'un champ, eh bien, vous avez mouvement de ces parois qu'on appelle les parois de bloc. Alors, quand vous descendez vers des particules de beaucoup plus petite taille, c'est ce qu'on appelle les nanoparticules superparamagnétiques, donc ça correspond finalement à un seul domaine. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas d'hystérèse. Alors l'intérêt d'utiliser des nanoparticules superparamagnétiques, c'est que comme il n'y a pas de magnétisation résiduelle, eh bien, très souvent vous évitez la coagulation. Alors ça n'empêche pas dans certaines applications d'utiliser des systèmes de taille un petit peu plus grosse, parce que vous voyez, la borne de taille, c'est aux alentours de 10 nanomètres. Donc si on travaille entre 10 et 5 nanomètres de ce côté-là, travailler entre 10 et 20 nanomètres, je dirais qu'au niveau des tailles admissibles, ça reste dans des domaines tout à fait corrects. Par contre, il y a le problème, je dirais, d'aimantation résiduelle, mais qui peut être en partie compensé par de l'enrobage. Alors, les propriétés des nanoparticules supermagnétiques dépendent énormément de la taille. En particulier, la réponse magnétique augmente finalement avec la taille, puisque vous augmentez le nombre de spins, et également les qualités de contraste. Le contraste en IRM et T2 augmente également avec la taille. Donc l'ajustement de la taille, de la composition et de la dispersion des nanoparticules vont être des critères absolument importants à contrôler, et c'est ce qui se passe des fois dans les relations avec les médecins, c'est que le chimiste fait une préparation, on en discutait tout à l'heure, lui dit « j'ai un truc génial », mais ça ne marche pas parce que la distribution n'est pas bonne, parce que les systèmes ne sont pas bien protégés, et que c'est très acceptable au niveau de la chimie parce que c'est déjà très beau, mais au niveau du passage vers le médecin, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, quelques exemples. Comment ajuster finalement la réponse magnétique de nanoparticules, c'est-à-dire augmenter le rapport sensibilité-dose. Alors bon, là c'est un exemple assez classique, c'est de la chimie du solide classique. Nombreuses de ces nanoparticules à base d'oxyde de fer sont ce qu'on appelle des structures spinelles, des spinelles inverses qui sont ferrimagnétiques. Elles ont donc des sites octaédriques en vert et des sites tétraédriques en marron. Et donc les propriétés magnétiques résultent pour l'essentiel d'un couplage ferromagnétique entre les octaèdres, c'est-à-dire que les spins se mettent parallèles, et en fait c'est compensé, vous voyez, par un couplage en partie, bien entendu, par un couplage antiferro entre les octaèdres et les tétraèdres. Alors évidemment, chaque élément métallique de fer va contribuer, je dirais, pour un spin électronique donné. Bon, ça, c'est simplement les configurations électroniques du fer qui peuvent nous le donner. Alors, donc, on peut s'amuser. Vous voyez, puisque l'origine du ferrimagnétisme et la perte, je dirais, sur la force de l'aimantation, elle est essentiellement due à ce couplage antiferro entre octaèdres et tétraèdres, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est faire de la substitution, simplement en substituant, par exemple, du zinc dans les sites tétraédriques. Le zinc, lui, n'est pas du tout porteur de moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre un zinc, je ne vais pas avoir compensation du moment, et donc sur le moment résultant, je vais gagner à chaque fois que je vais substituer en site tétraédrique un fer par un zinc.
Donc on peut également s'amuser en jouant avec des cations qui ont des moments magnétiques plus élevés, tels que le manganèse. Donc c'est vraiment un jeu de substitution. Alors la difficulté dans ce jeu de substitution, c'est d'arriver à localiser finalement les éléments qu'on substitue au bon endroit. Dans le cas du zinc, c'est trivial parce que le zinc aime bien le tétraèdre et qu'on est sûr que mais si on fait la même chose avec d'autres éléments, ça peut devenir un petit peu plus difficile. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats? Ce que vous voyez ici, c'est la magnétisation à saturation en fonction du degré de dopage avec du zinc ou avec du manganèse. Et donc vous voyez, vous avez très nettement une augmentation finalement, une augmentation de l'aimantation, de la magnétisation en fonction du taux de dopage. Et alors, donc sur ce graphe, ce que j'ai reporté, c'est la magnétisation à saturation pour différents composés. Alors, du Fe3E4, donc le système non dopé, le ferridex qui est finalement un produit commercial. Donc vous voyez, on se trouve ici. Les systèmes maintenant substitués, ces spinels substitués dans lesquels on a substitué du fer en tétraèdre par du zinc, et vous voyez que vous gagnez un facteur 6 par rapport au produit commercial, simplement en jouant à peine sur la chimie, en faisant finalement des réactions de substitution. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau RMN? Donc ce sont des images RMN pondérées en T2, en fonction, alors je suis désolé, on ne voit pas très bien, on voit mieux sur l'ordinateur, on voit, en tous les cas, ce que vous pouvez voir très clairement, c'est que cette image, donc, la pondération en T2, je vous rappelle, ça doit donner un hyposignal. Donc ça doit être très noir. Quand ça marche, c'est très noir. Et alors ici, c'est le système qui est pondéré en T2, mais avec le taux de zinc égal à 0, donc le système magnétique à base d'oxyde de fer. Et lorsque vous augmentez, finalement, vous le voyez en particulier dans cette zone-là, lorsque vous augmentez la teneur en zinc, vous augmentez finalement la magnétisation et vous augmentez de façon assez importante le contraste. Donc ça, c'est un exemple simple qui vous permet comment la chimie, finalement, permet d'optimiser une réponse magnétique et donc un contraste en RMN. Alors, le second exemple que je voudrais choisir, c'est celui qui correspond à l'augmentation de la fiabilité. Et pour cela, donc, on va réaliser des nanoparticules dans lesquelles on peut avoir un double contrôle. C'est-à-dire que ces agents de contraste vont permettre de faire un test en pondéré en T1 et pondéré en T2. Alors, comment fait-on? En fait, on fait des cœurs coquilles, qui peuvent être des cœurs coquilles où l'agent magnétique, la nanoparticule magnétique va être au centre, et vous pouvez avoir une structure micellaire sur laquelle vous déposez finalement l'agent T1. Ça peut être une structure poreuse. Dans les trous des pores, vous allez mettre l'agent T2, les petites particules dont je viens de vous parler précédemment, et sur la surface, vous essayez au mieux de greffer un agent de contraste T1, ou bien ça peut être un cœur couronne avec une particule magnétique ou des particules magnétiques isolées par une couche isolante et de telle façon à minimiser finalement les interférences possibles entre l'agent de relaxation T1 et l'agent de relaxation T2. Alors ça donne quoi? Parmi les exemples que j'ai trouvés dans la littérature, celui-là je l'ai trouvé assez intéressant. Vous avez une nanoparticule de 15 nanomètres d'oxyde de fer de structure spinelle, comme je vous ai montré précédemment, une couche de silice qui peut être déposée par les procédés de chimie douce, assez simple, et sur l'extérieur, vous avez une couche de gadolinium, d'oxyde de gadolinium, qui est déposée sur la paroi externe. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner, ce genre d'objet? Eh bien voilà. Vous obtenez, lorsque vous faites une analyse en RMN, une IRM pondérée en T1, vous avez un hypersignal qui apparaît sur la région correspondant à la tumeur. Donc, c'est possible que ce soit une tumeur. Vous basculez en T2 au niveau de la séquence RMN, tout simplement, et vous voyez que cette fois-ci, bon, elle est là, mon cercle s'est un peu déplacé, vous voyez très bien localisé, en fait, un hyposignal correspondant finalement à une image pondérée en T2 qui correspond à la... Donc ce type d'agent de contraste, T1, T2, permet de créer des diagnostics qui sont sans ambiguïté, donc d'augmenter la fiabilité des diagnostics. Donc maintenant, l'exemple suivant concerne en fait des détections in vitro de processus en fait associés à certaines maladies, comme par exemple dans le cas présent de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est de la détection in vitro, donc l'in vitro finalement on est beaucoup moins exigeant sur les aspects de toxicité des particules.
Et donc, par contre, ce qu'il faut, c'est de la sensibilité. Donc, on va choisir une particule magnétique à base de cobalt et de platine, donc qui ont des capacités d'aimantation qui sont énormes, mais bon, donc c'est pour de l'in vitro, et on va l'associer simplement en faisant, je dirais, un collage chimique à une nanoparticule d'or. Alors, pourquoi on associe ça à une nanoparticule d'or? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'or, c'est une surface qui est très facile à biofonctionnaliser. La deuxième raison, c'est que, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais je vous en parlerai dans la dernière leçon, c'est que l'or, finalement, permet à d'autres possibilités, parce que vous pouvez utiliser les propriétés optiques de l'or, de la plasmonique, également pour des imageries complémentaires, ou également pour de l'hyperthermie. Alors voilà ce que ça donne. Donc, en particulier, le système de détection qui va être choisi, c'est le suivant. C'est un système de détection qui va être basé sur l'agrégation de nanoparticules de façon contrôlée. En particulier, si vous avez en fait un système de particules totalement isolées, elles vont induire un champ magnétique relativement faible, et donc vous allez obtenir en RMN du TD un hyposignal qui va être marqué d'une certaine façon. Bon, j'ai simplement forcé un petit peu sur l'écart pour vous faire mieux comprendre. À partir du moment où vous agrégez ces nanoparticules, vous allez avoir un fort champ magnétique, et donc la réponse en T2 va se trouver fortement renforcée. Donc vous pouvez très bien utiliser ce phénomène particules non agrégées, particules agrégées comme sonde, finalement, par exemple, d'une maladie. Alors, dans le cas de mon illustration, en fait, ce qui est sondé, finalement, c'est l'assemblage de l'amyloïde bêta, qui est en fait une des étapes une des premières étapes détectables dans le cas de la maladie d'Alzheimer. En fait, en particulier, cet assemblage qui se fait, je dirais, à l'échelle de grands agrégats, commence finalement par la formation de fibrilles d'amyloïde bêta. Alors, comment fait-on? Donc, voici donc façon de représentation d'artiste, je dirais, l'amyloïde bêta, avec certaines fonctions biotines. On va sur la partie or, la partie de la nanoparticule d'or, et je vous l'ai dit, donc ce sont des surfaces en or qui sont très facilement fonctionnalisables. Les fonctionnalités, par exemple, avec de l'eutravidine. Et ensuite, on va suivre le processus d'agrégation in vitro via IRM. Alors, donc, vous avez un certain nombre d'étapes réversibles. Vous avez formation de monomères. Puis ensuite, lorsque vous avez la formation de protofibrilles, donc les toutes premières étapes qui permettent une détection, eh bien, vous allez commencer à avoir des agrégats de nanoparticules, et il faut que dans ce cadre-là, la réponse soit déjà sensible, jusqu'à finalement une étape irréversible où vous avez carrément formation d'amas en fait, de nanoparticules. Alors justement, en utilisant ce genre de stratégie, donc ciblage avec des fonctions de reconnaissance et des nanoparticules magnétiques de réponse élevée, voici, vous avez ici la réponse du signal IRM T2 en fonction, vous voyez, des différentes étapes. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dès les premières étapes, eh bien, vous voyez déjà une réponse qui est non négligeable. Vous avez déjà un fort delta de T2 dès les premiers stades. Et donc, ça, c'est associé justement à l'utilisation non seulement de ce phénomène d'agrégation, mais l'agrégation d'objets qui portent des moments relativement élevés. Alors, le deuxième exemple concernant en fait ces études d'objets magnétiques concerne l'hybridation de nanoparticules entre des nanoparticules magnétiques et des cellules souches. Et en particulier, cet exemple, je vais vous montrer que ça permet de faire un suivi in vivo du trafic cellulaire. Et il y a énormément d'études qui sont développées, je dirais, depuis 2 ans dans ce genre de... c'est relativement récent. Alors, d'une part, il faut trouver une voie, en fait, pour faire ces hybrides, il faut arriver à insérer ces nanoparticules magnétiques. Donc, à nouveau, on va choisir une particule d'oxyde de fer, de taille, je dirais, vous voyez, typiquement aux alentours de 10 nanomètres, et puis une répartition en taille qui va être très faible. Et donc, il va y avoir plusieurs essais, on va pouvoir fonctionnaliser cette surface avec des ligands neutres, des ligands positifs, des ligands négatifs, et tester finalement, dans un premier temps, les possibilités d'endocytose finalement de la même particule pour des ligands de surface de taille à peu près équivalente, mais
de charges en particulier qui vont être très différentes. Alors bon, globalement, ce que l'on voit dans cette étude, c'est que les systèmes chargés neutres ou chargés avec des anions ne pénètrent pas, je vais vous montrer un certain nombre de photos, ne pénètrent pas du tout la cellule, alors que les systèmes cationiques de petite taille pénètrent finalement la cellule souche. Et donc ça peut être mis en évidence très simplement par des tests de coloration au bleu de Prusse. En particulier, lorsque le bleu de Prusse, lorsque le fer intègre en fait ces cellules qui sont marquées avec le réactif du bleu de Prusse, eh bien vous avez une couleur bleue qui apparaît. Alors ce que vous voyez ici, c'est le produit commercial, un ensemble de nanoparticules qui n'ont pas du tout la fonctionnalité ad hoc, et donc vous voyez qu'il y a quelques petits points bleus. Donc il y a un petit effet. Ça, c'est le système nanoparticulaire recouvert en surface par des espèces anioniques. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune pénétration. Et dans le cas du système recouvert par les molécules modifiant la surface, mais en présence de molécules cationiques, eh bien, vous voyez clairement le bleu apparaître du bleu de Prusse, le marquage qui indique finalement qu'il y a une bonne pénétration de ces nanoparticules au niveau cellulaire. Alors, la deuxième étape, c'est l'injection de ces cellules souches, en fait, dans un rat qui a été lésionné au niveau de la moelle épinière. Et donc, en fait, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est le suivi, finalement, de ces cellules souches en utilisant, finalement, la réponse à la fois in vivo par IRM et ex vivo via des coupes histologiques de la moelle épinière. Alors, ça donne quoi ? Ça donne la chose suivante. Ce que vous voyez ici, ça, c'est le site d'injection. Bon, ici, ce sont les contrastes RMN, ce sont les blancs, mais bon, ce n'est pas la partie la plus importante. Donc, ce que vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit très clairement qu'il y a un hyposignal, c'est-à-dire que l'injection se fait à ce niveau-là. Voilà. Et les cellules souches, finalement, avec les nanoparticules, se déplacent vers les zones qui ont été lésionnées. Donc, on arrive via cette combinaison, cette hybridation de nanoparticules et de cellules, à suivre un trafic cellulaire que vous voyez au niveau de l'IRM. Bon, des zones plus noires, on voit mieux sur l'article, je suis désolé, mais l'image fait qu'on perd un petit peu de contraste. Et également sur les coupes histologiques, à nouveau en se servant du test de coloration bleu de Prusse, vous voyez très clairement, ici c'est le site d'injection, vous voyez il y a des parties bleues ici, qui indique en fait que les cellules finalement ont migré tout au long en fait de la moelle épinière pour atteindre finalement les zones qui ont été lésionnées. Alors ce genre d'hybridation en fait entre des nanoparticules avec des surfaces fonctionnalisées de façon contrôlée avec les bons ligands, eh bien ça peut être, je dirais, un peu plus généralisé. C'est ce que j'ai trouvé en fait dans l'article, en particulier avec, vous voyez, des différents types de cellules, des cellules de tumeurs. Bon, ne me demandez pas à quoi correspondent les sigles, mais également des cellules de type fibroblaste ou des cellules ovariennes. Et à ce moment, au test au bleu de Prusse, vous voyez que finalement ces nanoparticules, à partir du moment où la fonctionnalisation de surface est ad hoc, on arrive bien à les intégrer, et vous voyez bien que derrière ce travail, il y a énormément de travail qui s'ouvre pour faire du trafic cellulaire en fonction finalement des cellules qui seront ciblées. Alors au niveau des hybrides cationiques, il y a eu quand même des tests de cytotoxicité, et jusqu'à des doses de 100 microgrammes par millilitre, les systèmes se sont avérés non cytotoxiques. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je dirais que ça reste dans un domaine de concentration qui sont assez raisonnables. Le médecin qui parlera ensuite nous donnera son idée. Alors maintenant, je vais vous montrer des exemples dans lesquels eh bien, on couple deux types d'imagerie, l'imagerie par IRM et par exemple la tomographie par émission de positrons. Alors cette tomographie, finalement, elle est associée à l'utilisation d'éléments radioactifs qui, en se désintégrant, créent des positrons. En fait, les positrons, ce sont des particules de masse égale à celle de l'électron, mais avec des charges positives. Et donc, quand ces positrons, dans le milieu réactionnel, rencontrent des électrons, ils émettent en fait des photons gamma, et c'est l'utilisation en cohérence de ces photons gamma qui permettent de très bien cibler le site d'émission. Alors, l'avantage de cette
cette méthode d'imagerie. Bon, les deux méthodes sont non évasives, elles permettent dans les deux cas de faire de l'imagerie en 3D, mais en particulier, elles sont très 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 sensibles. Les seuils de détection, c'est typiquement le picogramme, et elles assurent un très bon contraste. Par contre, au niveau de la résolution spatiale, c'est pas extraordinaire, c'est des résolutions qui tournent autour de quelques millimètres, et ce sont des méthodes qui donnent peu d'informations anatomiques. Du côté de l'IRM, eh bien, c'est une sensibilité qui est moindre, c'est clair, de l'ordre du microgramme, mais la résolution spatiale est bien meilleure. On peut atteindre des résolutions de l'ordre de quelques centaines de microns, et ça donne une information anatomique. C'est ce qu'on voit sur ces deux blancs, dans lesquels vous voyez très clairement, ça c'est les contrastes par RMN, vous voyez très clairement qu'on arrive à des résolutions assez basses. Donc là, sur l'image, on est à 1,2 mm, mais sur l'article, on peut descendre jusqu'à 250 microns. Par contre, vous avez une très bonne information lumineuse du côté de la tomographie par émission de positrons, mais avec une résolution qui est bien plus mauvaise. Alors l'intérêt justement, c'est de combiner ces deux techniques, l'une qui va donner la sensibilité et le contraste, et l'autre qui va donner, je dirais, l'information anatomique. Alors, comment peut-on construire des objets qui permettent de faire ces deux mesures par deux imageries complémentaires? Et donc ce que je vais vous montrer comme exemple, c'est en fait l'utilisation d'objets hybrides pour imager des ganglions lymphatiques sentinelles chez la souris. Alors, le cœur de l'objet, ça va être un oxyde de fer et de manganèse de 15 nanomètres. Pourquoi ces substitutions? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est simplement pour avoir un magnétisme que l'on essaye de remonter vers des valeurs les plus intéressantes. Sur la surface, on va déposer un sérum d'albumin réticulé. Ça permet d'assurer en particulier la stabilité colloïdale de l'ensemble. Et en plus, ça permet de positionner des fonctions avec de l'organique qui vont permettre d'assurer un greffage relativement facile. Et en particulier, on va greffer de l'iode 124, donc un élément radioactif, via la fonction tyrosine de l'albumine. Donc en fait, la chimie la plus simple, c'est quand même très souvent les réactions de couplage, c'est de la chimie organique, et donc il faut arriver à positionner sur une surface les bons éléments. Alors ces objets fabriqués, donc avec une distribution bien centrée, sont injectés dans la patte droite, vous voyez, de cette souris. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez une vue ventrale de l'animal. Donc ici, c'est l'image en tomographie par émission de positrons. Donc c'est très clair, on voit très très bien le ganglion lymphatique brachial, on le voit de façon très nette. Par contre, on ne voit pas où est la souris. Ici, c'est l'image IRM en T2. On voit, vous voyez, en T2 un hyposignal. Et bon, là, c'est à nouveau le problème du projecteur, en fait. Mais on voit beaucoup plus clairement, en fait, l'image anatomique de la souris. Et donc, quand on combine les deux, on a à la fois la sensibilité et la réponse très très claire et l'image anatomique de la souris. Donc on peut confirmer finalement ces attributions par l'extraction des ganglions, et on fait des analyses du ganglion brachial avec sonde ou sans sonde, à la fois par TEP, par IRM, et en combinant finalement les deux méthodologies. Alors on peut également aller chercher des ganglions qui sont beaucoup plus difficiles à visualiser, comme les ganglions axillaires, qui sont cette fois-ci plus loin du site d'injection et situés de façon plus profonde. C'est ce que vous voyez ici en bas. Ici, c'est une détection par RMN. Bon, on voit un petit hyposignal. C'est beaucoup plus clair en TEP. Là, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Par contre, l'image anatomique de la souris, vous ne la voyez pas. Et quand vous combinez les deux images, vous avez à la fois l'image anatomique et la résolution et la sensibilité. Deuxième exemple de détection par double imagerie, cette fois-ci via un couplage entre de l'IRM et de la fluorescence. Et donc ça, c'est une détection de neuroblastome. Et donc la construction de l'objet, à nouveau, on va partir d'un objet nanométrique, une silice hybride. Donc ça, c'est une silice faite par les méthodes conventionnelles de la chimie douce. Donc les hybrides, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut au niveau organique. Donc on peut doper cette silice avec un colorant bien classique, je dirais la rhodamine. C'est un colorant qui a un très bon pouvoir au niveau de la fluorescence. Sur les fonctions extérieures, des fonctions amines, eh bien, je vais faire un premier couplage avec ce ligand-là, qui va me positionner une fonction maléimide.
Et là, via une réaction, je dirais, de couplage de Michael avec, vous voyez, des nanoparticules d'oxyde de fer fonctionnalisées avec des thiols, bon, bah, c'est une réaction, je dirais, de type click. Et donc, je vais positionner finalement très facilement, ces fonctions, ces particules magnétiques sur cette petite bille de silice contenant finalement le colorant de type rhodamine. Et donc, ça va me permettre de former, vous voyez, des grenades avec un cœur de silice fluorescent et des particules magnétiques qui vont se retrouver, vous voyez, à nouveau agrégées les unes, enfin agrégées mais de façon contrôlée les unes avec les autres. Donc j'attends également de ce système une meilleure réponse magnétique. Donc ça, ce sont les étapes. Alors pour finir, eh bien, je viens fixer sur cette surface des anticorps spécifiques qui ciblent les cellules de l'acide polysialique qui est surexprimé dans le cas de ces maladies. Alors l'acide polysialique, c'est un élément, vous voyez, donc c'est du dessin pour artistes, mais en gros, ça se passe comme ça. Donc l'acide polysialique, c'est un important carbohydrate, en particulier, c'est un système qui est associé à la plasticité synaptique, mais également c'est un excellent marqueur des neuroblastomes, de certains carcinomes. Et donc, en fait, c'est cet acide qui est surexprimé sur les cellules, et on a marqué en fait ces systèmes nanoparticulaires avec les fonctions complémentaires. Alors voilà ce que ça donne au niveau des objets. Ici, vous avez, les échelles sont un petit peu différentes. Vous avez les nanoparticules de silice fonctionnalisées avec les fonctions amine et dopées avec le colorant fluorescent. Ici, vous avez les nanoparticules d'oxyde magnétique, donc fonctionnalisées avec les thiols. Et ici, une fois qu'on a réussi l'ensemble des couplages, vous voyez en microscopie électronique, on voit bien ces formes de grenades, en fait, qui sont en fait collées finalement sur la particule initialement en silice. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats? On est des résultats, d'une part, voici l'évolution de la relaxivité en fonction de la teneur en fer. Donc déjà, pour une teneur en fer équivalente, eh bien, le système de particules uniques et le système de particules agrégées, vous avez déjà une réponse qui est déjà colossalement bien supérieure. Simplement parce que ces interactions, une fois qu'elles sont bien contrôlées, elles permettent d'obtenir une contribution plus importante au moment magnétique. Deuxième point, le fait d'utiliser de la rhodamine dispersée dans un matériau de silice sol-gel, ça évite finalement les interactions entre colorants, et souvent les interactions entre colorants sont une source d'extinction, en fait. Simplement parce que vous faites des agrégats qui luminescent moins. Et le fait de bien les répartir, vous voyez, ça permet d'obtenir une réponse en fluorescence. Ça, c'est le colorant, je dirais, dilué dans une solution. Et une fois qu'il a été greffé à concentration égale sur cette silice, eh bien, vous voyez, vous avez également une augmentation de la fluorescence. Donc vous gagnez sur les deux tableaux, en construisant ce genre d'objet, une augmentation de la réponse de la fluorescence à concentration égale et une relaxivité beaucoup plus grande, un facteur de l'ordre de 3,4 par rapport à des nanoparticules isolées à même concentration de fer. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc voici les tests en IRM, donc imagerie par résonance magnétique pondérée en T2. Les cellules malades dans lesquelles le PSA est surexprimé, vous avez un hyposignal très marqué, et ça, ce sont des cellules saines, donc vous voyez que vous avez quand même un signal beaucoup plus clair. Au niveau de la fluorescence, de la même façon, vous avez un signal très marqué, une forte fluorescence de la rhodamine ciblant les cellules malades de PSA surexprimées. Et en particulier, lorsque vous utilisez une méthodologie en microscopie confocale, ça vous permet de très bien localiser où se trouvent finalement les nanoparticules et les colorants. Et en particulier, l'interaction, je dirais, entre le PSA, enfin le marqueur du PSA et la cellule qui est visée. Donc ce sont des cellules qui ont été colorées en bleu avec un colorant, je dirais, classique pour la biologie, en DAPI. Alors, voyez ce que ça donne. On voit très clairement que le positionnement des nanoparticules se fait vraiment sur l'enveloppe, sur la membrane à l'extérieur du noyau, et parce que c'est là que finalement les compléments d'acide polysialique sont le plus surexprimés. Donc ça vous permet également, vous voyez, non seulement d'avoir une double imagerie, mais d'aller exactement regarder via la microscopie confocale exactement
quelle est la localisation des nano-objets que vous allez positionner. Je vais dépasser de 10 minutes, je suis désolé. Je vais vous parler maintenant d'hyperthermie, c'est-à-dire que ces particules magnétiques, elles présentent un deuxième intérêt. C'est que lorsque vous soumettez en fait, des particules magnétiques à un champ magnétique alternatif, eh bien, le système s'échauffe. Vous pouvez créer de la chaleur. Alors, le choix du champ magnétique que vous allez utiliser pour des soins, évidemment, correspondra à une certaine fréquence minimum pour éviter l'électrostimulation neuromusculaire. Également, vous devez être en dessous d'une certaine fréquence pour obtenir une pénétration suffisante dans le corps. Et également, vous devez avoir des produits entre la fréquence et le champ qui sont dans cette gamme, de telle façon à pouvoir réaliser sur les personnes des séquences d'une heure sans désagrément. Donc ça impose un certain nombre de critères. Alors, la réponse thermique est évaluée en général via la puissance d'absorption spécifique qui va à nouveau dépendre en fait de la nature et de la composition des nanoparticules. Alors, ces phénomènes d'hyperthermie dépendent de la nature, de la composition de la nanoparticule et également de la taille. En fait, cette émission de chaleur est associée en fait, à une puissance dissipée qui provient de l'augmentation du cycle d'énergie interne produit par le travail magnétique. Et donc, il y a 3 mécanismes de perte qui vont dépendre du champ, de la fréquence, de la taille des particules, et je vais vous montrer en quoi, et également du milieu de dispersion. Alors, pour des particules assez grosses, quand je dis assez grosses, vous voyez, c'est supérieur à 10 nanomètres, qui sont formées de multidomaines, donc des particules ferro- ou ferrimagnétiques. En fait, l'essentiel, ce sont des pertes par hystérésis, puisque ce sont des systèmes qui présentent une hystérésis. Donc elles sont proportionnelles à la surface de la boucle et de la fréquence, et c'est ça qui conditionne finalement l'apport de chaleur. Lorsque vous avez des particules de plus petite taille, supermagnétiques, où vous avez un seul domaine, eh bien l'échauffement est dû essentiellement à la relaxation de Néel. Donc vous avez en fait rotation finalement du moment magnétique à l'intérieur de la particule. Et pour l'ensemble des particules colloïdales, vous avez un troisième phénomène qui est la relaxation brownienne. Et là vous voyez c'est l'ensemble qui tourne dans un milieu. Alors ça va dépendre de la viscosité, ça va dépendre de la qualité du milieu, etc. Donc voilà les 3 mécanismes qui permettent finalement de créer finalement de la chaleur via une excitation en utilisant un champ magnétique alternatif. Alors pourquoi c'est intéressant de faire de l'hyperthermie en présence de nano? Donc ça c'est un transparent que j'ai récupéré et que c'est Étienne Duguet de Bordeaux qui me l'a donné. Donc, d'ailleurs, je dois le remercier ici publiquement parce qu'il m'a donné énormément de matériel et de publications pour construire ce cours. Donc, lorsque vous excitez un système par une source externe, un liquide chaud, micro-ondes ou ultrasons, bon, imaginez que la tumeur soit ce petit dessin, vous excitez le système, donc vous allez avoir finalement la zone, le limite du trait, en fait la zone que vous voulez traiter au niveau thérapeutique. Et ici, en fait, vous voyez, une zone d'irradiation qui va être beaucoup plus ample. Lorsque vous essayez d'insérer des systèmes de chauffage macroscopiques, antennes, fibres optiques, par exemple de ce type, eh bien voilà ce qui se passe. Vous allez avoir à nouveau une zone de soin qui est beaucoup plus petite que la zone qui est réellement irradiée. Lorsque vous allez utiliser justement des nanoparticules ciblées sur tumeur, et donc ça c'est applicable aux tumeurs diffuses ou profondes, avec pas ou peu d'hétérogénéité de température, eh bien dans ce cas-là, vous allez vraiment avoir une hyperthermie très très localisée au niveau du traitement. Donc ça, c'est un des intérêts. Alors, cette puissance d'absorption spécifique va dépendre, vous voyez, de la structure et composition, de la taille des nanoparticules, de la constante d'anisotropie magnétocristalline, de la monodispersité de la population également. Donc, en particulier, les valeurs en fait, de la puissance hyperthermique que vous trouvez dans la littérature sont entre 20 et 600 watts par gramme et sont fortement dépendantes des paramètres que je viens de vous citer. Et donc, pour améliorer ces réponses, en fait, à nouveau, cette amélioration passe par une modulation de la chimie du cœur de la particule et de la surface, réduire la distribution de taille, en particulier, vous voyez, pour une puissance hyperthermique en fonction du diamètre des nanoparticules, si vous allez irradier à une fréquence donnée, bien entendu. Si vous irradiez ça, vous n'avez qu'une petite partie de la population qui entre en jeu.
vous changez la longueur d'onde, vous avez toujours une petite partie. Par contre, lorsque vous avez une distribution de taille beaucoup plus centrée, à ce moment-là, vous irradiez une fréquence et vous êtes beaucoup plus rentable, je dirais, au niveau de votre agent nanométrique d'hypercontrast. Également, ce que l'on peut faire, c'est créer des agrégats contrôlés de nanoparticules qui permettent d'augmenter également la puissance hyperthermique de façon très notable. Et donc, pour faire des agrégats contrôlés de nanoparticules, eh bien, je vous ai montré un exemple, mais on peut également faire ce que j'appelle des liposomes farcis, dans lesquels, dans l'espace interne d'un liposome, vous allez inclure justement des nanoparticules. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par les gens de Paris 6 et de Paris 7, donc Florence Gazot et Christine Ménager. Vous pouvez également utiliser les méthodes que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire les techniques de grenade, où vous allez, sur un même objet, venir coller un certain nombre de nanoparticules magnétiques. Alors, juste quelques exemples pour finir. Ajuster la réponse magnétique, l'hyperthermie, en fonction de la composition. Vous voyez, une composition ajustée en fonction, je dirais, de la chimie du solide de l'objet nanométrique. On va restreindre la polydispersité, prendre des systèmes avec des constantes d'anisotropie élevées. Et voici la réponse en puissance émise. Ça, c'est le composé qui a été ajusté au niveau de la composition et de la chimie, qui est simplement 4 fois plus forte que l'un des meilleurs produits commerciaux. Et donc ça, c'est également un test de ces produits-là sur des tests de traitement par hyperthermie de cellules cancéreuses. Alors ce que vous avez ici, c'est en fait le test en microscopie de fluorescence. Donc les cellules cancéreuses émettent en verte, d'après ce test. Donc vous voyez, après le traitement avec ce matériau relativement performant au niveau de l'hyperthermie, pratiquement il ne reste pas de cellules vivantes. Par contre, si vous utilisez le produit commercial à l'heure actuelle qui est utilisé, eh bien vous avez finalement, au bout du même temps, pour les mêmes concentrations, finalement un système beaucoup moins efficace. Et lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien vous avez un système qui est 6 fois plus efficace lorsque vous utilisez un système dans lequel vous allez ajuster la composition, la chimie et la polydispersité. Un autre exemple, c'est l'utilisation finalement de l'hyperthermie, donc cet apport de chaleur, pour faire un relargage contrôlé de médicaments. Alors là, dans cet exemple-là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va coadsorber un médicament et une valve pour contrôler la sortie. Et donc, le déclencheur au cœur, ça va être simplement la nanoparticule magnétique que je vais exciter avec un champ alternatif qui va échauffer le milieu. Et si j'ai la porte de sortie dont la forme est dépendante de la température, eh bien j'ai gagné. Alors bon, qu'est-ce qu'on utilise en général dans la littérature? On peut utiliser par exemple des systèmes assez simples, une huile fondant à 39-42 degrés, je vais vous montrer, ou bien un polymère thermosensible à la température qui passe d'une configuration hydrophile ou hydrophobe dans une gamme de température, là c'est 32 degrés, mais qui peut être ajustée en faisant des modifications sur le polymère. On peut s'arranger pour que cette température de transition se trouve dans la bonne zone, typiquement aux alentours de 40 degrés. Donc je vous montre simplement qu'un exemple, c'est l'exemple paraffine sur nanopot de confiture, c'est-à-dire c'est celui-ci. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça, c'est un travail qui a été fait également par le groupe de Duguay à Bordeaux. Donc, le médicament, c'est de la doxorubicine, c'est un anticancéreux. Le vecteur, c'est une silice mésoporeuse dans lequel on va inclure le déclencheur, une nanoparticule magnétique, vous voyez, petite taille, c'est du superpara, 7,5 nanomètres. Et le contrôleur de sortie, c'est un alcool gras, du tétradécanol, qui fond à 39 degrés. Donc, je passe sur la chimie, je vais assez vite. Donc ça, c'est des choses qu'on sait bien faire les uns et les autres. La particule, le déclencheur qui se trouve au centre, les petits trous qui représentent finalement la porosité de la silice. Bon, des fonctions de greffage supplémentaires, ça c'est la pégylation qui permet de la furtivité. Ça, la PTS, ça permet une fonctionnalisation dans un deuxième temps. Et ce qu'on en obtient finalement, ce sont ces nanoparticules poreuses qui contiennent des particules magnétiques au centre, plein de petits trous remplis de médicaments et d'alcool gras qui, à température ambiante ou à 37 degrés, est solide. Donc c'est ces vecteurs-là qu'on va utiliser. Alors dans un deuxième temps, ce que l'on fait, vous voyez, donc ça c'est on le charge en doxorubicide,
Et donc ce vecteur-là, excité par un champ magnétique, la chaleur monte à 42 degrés, et donc on libère finalement, on a un relargage du médicament qui est parfaitement contrôlé. Parfaitement, pas tout à fait, mais c'est pas mal. Ça, ce sont les courbes de taux de relargage en fonction du temps. Alors vous voyez, le système relargue 4% en 96 heures à 37 degrés, mais par rapport à beaucoup de vecteurs, c'est peu de choses, parce qu'il y a beaucoup de vecteurs qui larguent l'essentiel de leur principe actif bien avant. Par contre, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est en fait les effets du champ. On applique le champ, on relargue puisqu'on monte en température, on arrête, on réapplique. Vous voyez, vous avez vraiment un contrôle du relargage par pulse. Simplement avec un nanopot de confiture et de la paraffine, un certain type de paraffine qui bouche les trous. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Et au niveau des résultats donc, des tests sur des cellules de mélanome humain, voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sont les tests à 37 degrés, donc vous n'avez pratiquement pas de relargage, donc pas d'effet. Et dès que vous commencez à utiliser finalement l'hyperthermie comme mode de déclenchement, eh bien vous obtenez, vous voyez, un nombre de cellules que la viabilité de ces cellules diminue très clairement en fonction du temps. Alors, dernier exemple, c'est le relargage de médicaments, cette fois-ci, contrôlé par une hyperthermie magnétique. Non, pardon, c'est le même exemple, je suis désolé. Donc c'est simplement la confirmation via des tests en coloration. Ici, ce que vous avez, c'est le marqueur bleu qui marque les cellules cancéreuses MEL5. Vous avez un marqueur vert pour le vecteur complet. La doxorubicine, c'est un médicament, mais qui a le grand avantage d'être une sonde fluorescente. Et lorsque vous superposez les trois images à 35 degrés, vous voyez qu'il y a colocalisation du vecteur, mais il y a rétention de la doxorubicine. Vous ne voyez aucune émission rouge. Lorsque vous faites la manip à 40 degrés, bon, ça, ce sont les trois blancs. Et je vais vous montrer peut-être là, ça se verra mieux. Je suis désolé, c'est le problème toujours ça se verra mieux. Bon. Eh bien, là, normalement, ce que vous êtes censé voir, c'est qu'ici, vous avez une très bonne superposition des trois éléments, sans relargage de la doxorubicine. Et dans le cas, finalement, du système traité, justement, par un champ alternatif, de telle façon à augmenter la température à 40 degrés, on voit des points rouges à certains endroits, mais sur mon ordinateur, tout du moins, on voit les choses beaucoup plus clairement. Donc, c'est intéressant pour faire du relargage contrôlé, ça a l'air d'être assez simple, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous mesurez la température du milieu cellulaire, en fait, vous n'avez qu'une augmentation de 0,2 degrés, rien. Donc, l'augmentation de température de 37 degrés à 40-42 degrés, c'est vraiment une augmentation très locale. Et ça, au niveau des traitements, je pense que c'est un facteur qui est intéressant. Alors, justement, contrôler la température d'hyperthermie de traitement, ça peut être un facteur capital, parce qu'il ne s'agit pas de dépasser, je dirais, certaines températures. Globalement, lorsque vous montez à des températures de l'ordre de 42 degrés, vous commencez à diminuer finalement la prolifération ou la croissance en fait, des cellules cancéreuses, et la nécrose a lieu vers 46 degrés. Donc vous êtes obligé, avec un champ magnétique alternatif, si vous ne faites pas attention, vous pouvez monter bien au-delà. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un moyen de contrôle. Et cet exemple, je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce que c'est un exemple dans lequel les chercheurs développent à la fois des systèmes nanoparticulaires qui servent de radiateurs, donc ça c'est le premier élément, c'est ce qu'on cherche, et de fusibles. Alors comment font-ils ? Eh bien, ils vont choisir un composé, une perovskite de l'antale strontium manganèse. Donc ce qui est important dans ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui sont ferrimagnétiques, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en fonction de la composition chimique, les chimistes savent, vous voyez, depuis longtemps, que l'on peut ajuster très très proprement la température de Curie, c'est-à-dire la température à partir de laquelle le système passe d'une organisation ferromagnétique à un système paramagnétique. Et donc ça va être ça l'interrupteur. C'est-à-dire que tant que je vais être en dessous d'une certaine composition, je vais pouvoir caler parfaitement cette température. Donc le système, je vais pouvoir les chauffer avec un champ magnétique alternatif, et dès que je vais atteindre cette température, la nanoparticule elle-même va changer ses propriétés et va couper finalement, va servir de fusible. Donc je vous passe très rapidement sur les détails, je dirais, de taille et de chimie. Alors bon, évidemment, les choix n'ont pas été faits. La composition, elle a été faite de telle façon à, vous voyez, ajuster la gamme de température avec une butée vers 48 degrés. Donc là, je vais assez vite.
Ce sont des particules cœur-couronne, à nouveau avec une couronne de silice, parce que ça permet de bien fonctionnaliser les affaires, c'est biocompatible, dans lesquelles on a inclus finalement ces manganates, ces perovskites à base de lantane de strontium et manganèse, qui intrinsèquement ont également des réponses magnétiques assez élevées. Et voilà donc, ce que vous avez ici, c'est la température en fonction du temps. C'est une preuve de concept. Quelle que soit la concentration, le système s'échauffe et se bloque, vous voyez, pour une composition donnée à une température donnée. Hein? Donc ça, évidemment, c'est très loin des applications, mais je pense que c'est un concept qui peut être très intéressant. Ça peut permettre vraiment de sécuriser finalement un système hyperthermique et faire un switch. Et ça, j'ai trouvé, c'est à nouveau l'équipe d'Étienne Duguay à Bordeaux qui a développé ça récemment. Hein? Donc, j'ai beaucoup parlé de nanoparticules, et finalement, les nanoparticules, je pense que ça fait peur à tout le monde. Je vous rappelle quand même en passant que tous ces animaux ont des GPS magnétobiologiques de faible résolution à base de nanoparticules. Donc c'est simplement pour vous montrer que les nanoparticules, finalement, au niveau du monde naturel, elles sont aussi utilisées, peut-être pas pour de l'hyperthermie ou du ciblage ou de l'imagerie, mais finalement elles peuvent être malgré tout compatibles. Et bon, ça c'est sur des systèmes de particules ferrimagnétiques à base de magnétite qui sont trouvés par exemple dans les magnétobactéries. Ce sont des choses classiques. Dernier transparent, concerne l'ARMN. Je pense que cette technique, malgré tous les avancements qui sont énormes, elle en est encore, je dirais, au début au niveau de l'imagerie. Et dans les 10-15 prochaines années, je pense qu'il va y avoir une véritable révolution. Ce que je vous montre ici, c'est de l'IRM fonctionnelle. Alors, ce que vous voyez ici, c'est en fait une image, un contraste, bon, ça a été coloré, une image en contraste associée finalement au mouvement du majeur de la main droite. Et on voit en fait que ça se répercute, bon, finalement, au niveau cérébral, simplement, parce qu'un mouvement, c'est toujours un effort, même si ça a l'air d'être peu de choses. Et cet effort demande un apport d'oxygène supplémentaire. Et cet apport d'oxygène se fait via l'hémoglobine. Et en particulier, c'est le rapport oxyhémoglobine-hémoglobine. Hein, donc vous avez dans ce cas-ci un fer 2 qui est simplement bas spin, qui n'est pas magnétique. Et ici, vous avez un fer 2 haut spin qui est magnétique. Donc l'agent de contraste, là, dans ce cas-là, il est naturel. Hein, et c'est pour ça que vous observez, en fait, avec des petites variations qui sont des variations infinitésimales, vous observez ce mouvement. Et en particulier, vous voyez le battement, vous observez ce mouvement en temps réel, bon, avec des temps relativement longs. Et c'est là que je pense qu'il y a énormément de gains à faire. Alors, si vous regardez ce qui se passe en IRM du côté du cerveau, je vous conseille de regarder les cours de Stanislas Dehaene. Et donc, en particulier, il a montré que la RMN était capable de suivre des zones d'activité, par exemple lors d'un calcul mental, dans la lecture consciente ou dans la lecture subconsciente. Donc ça, je dirais, c'est la RMN en train de se faire au niveau de l'imagerie. Et en complément, ce que je dirais, c'est toute la RMN qui est associée à l'analyse chimique. C'est-à-dire que dans quelques années, on va être capable de suivre en temps quasiment réel, avec des résolutions bien meilleures que maintenant, l'analyse chimique d'un trafic cellulaire directement par l'analyse RMN des molécules qui sont mises en jeu. Donc ça, il y a quelques données dans la littérature, mais qui restent encore, je dirais, relativement fragiles, mais très intéressantes. Mais ça c'est sûr, qu'en lisant l'ensemble des publications que j'ai lues, je sens que dans ce domaine, ça va être vraiment un domaine totalement révolutionnaire. Alors pour terminer, nanomédecine, bon, plus fiable, sensible, rapide, multitâche, efficace, biocompatible. Ça, ce sont ce que l'on vise aujourd'hui, avec, je dirais, en partie, certaines de ces qualités sont remplies. Donc des méthodes non invasives si possible, des seuils de détection le plus bas possible, grande résolution spatiale. Alors je crois énormément que les progrès à faire sont dans l'imagerie en temps réel, sur des cibles biologiques, et l'analyse biologique et chimique en temps réel, c'est ce que je viens de vous dire. Alors ça peut se faire également au niveau des progrès par découplage de techniques d'imagerie, comme je vous ai montré, et également avec des diagnostics et des traitements de plus en plus, je dirais, complexes, en particulier avec des études aussi bien en thérapie génique qu'en études des trafics cellulaires, et en particulier en jouant sur la multifonctionnalité des sondes que l'on peut utiliser et la richesse de la chimie justement pour
aller vraiment vers une véritable thérapeutique, dans des systèmes qui permettent d'imager, de faire du diagnostic et du traitement. Donc voilà, je vais arriver à la fin de mon cours. Donc en complément à ce cours, en fait, on a la chance d'avoir le professeur François Estève, qui est docteur en médecine. Et donc ça, c'est très bien d'avoir l'écoute des médecins, parce que ce que je vous ai montré, c'est de la recherche en train de se faire, mais elle est très loin, malgré tout, de ce que l'on utilise dans la réalité. Mais je suis un grand optimiste, donc je pense que d'ici 10-15 ans, tout ce que je vous ai montré là, sous une forme ou sous une autre, ça sera utilisé pour le bien de l'humanité. Donc, professeur François Estève, donc, qui est également docteur en sciences de l'université Joseph Fourier, il est PUPH en biophysique et médecine nucléaire, et donc il va vous montrer un certain nombre d'exemples concrets cette fois-ci, sur l'utilisation en particulier du rayonnement synchrotron pour finalement utiliser des meilleures méthodes de test et d'analyse sur les tumeurs et les épilepsies. Alors ce que je vous propose, c'est comme d'habitude une petite coupure de quelques minutes et ensuite le conférencier prendra la relève. Je vous remercie pour votre attention.